L'ouvrir, ça marche très bien. Très bien, donc bonsoir à tous, aux organisateurs, mais également aux personnes qui vont nous écouter ce soir. Merci de votre attention. Donc le sujet du terrorisme, oui, je vais bien sûr préciser en ce qui concerne la définition. Alors tout est compliqué dans le terrorisme, y compris la définition du terme. Et la difficulté provient du fait que le terrorisme, c'est à la fois une méthode d'action, mais c'est également une activité, si vous voulez, à finalité politique et idéologique. Et donc, selon que l'on met l'accent sur un aspect ou sur un autre, on n'obtient pas du tout la même chose. À l'heure actuelle, notamment aux Nations Unies, on bloque au niveau international sur la notion du terrorisme. Pourquoi ? Parce que tout le mouvement des années, enfin des décennies récentes en matière de criminalité a visé à ce que l'on appelle dépolitiser un certain nombre de crimes. Et notamment, le terrorisme, on a dit, c'est une méthode qui est inacceptable. On ne porte pas atteinte de manière aveugle à des populations civiles, à des innocents, à des gens qui prennent un bus, à des gens qui sont dans un café. Et donc, ce que l'on veut condamner sur un plan international, légalement, c'est l'acte même du terrorisme, peu importe ses causes. Alors qu'un certain nombre de personnes considèrent que, précisément, bien sûr, c'est un acte criminel, mais c'est un acte criminel qui est légitimé par une fin politique. Il y a une expression assez connue dans le milieu des gens qui travaillent sur ces questions-là. On dit « tout terroriste est un légitimiste ». C'est-à-dire que le terroriste a tout à fait conscience que ce qu'il fait est un acte mauvais, est un acte destructeur, mais il le fait au nom d'une légitimité supérieure. C'est-à-dire, je vais commettre un crime, par exemple un assassinat, un meurtre, mais je le fais pour libérer mon pays. Je le fais pour un avenir meilleur. Je le fais au nom d'une théorie qui vise à libérer un peuple asservi, par exemple. Et donc, tout le débat va être de dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on appelle terrorisme? Est-ce qu'on appelle terrorisme l'acte qui consiste à exercer une violence sur des personnes en général et à faire pression sur un gouvernement, ou est-ce que le terrorisme devrait exclure ou accepter qu'un acte, dans la mesure où il a une motivation qui, elle, est légitime, fait tomber cet aspect-là? Alors, pour vous donner un exemple très concret, aux Nations Unies, à l'heure actuelle, nous avons des conventions antiterroristes qui portent sur des actes spécifiques. C'est-à-dire que, par exemple, on a une convention très précise sur les attentats terroristes par explosifs. On a des conventions sur les prises d'otages à des fins terroristes, sur le détournement des avions, sur le financement du terrorisme. En revanche, lorsqu'il a fallu définir le terrorisme de manière générique, il y a eu des oppositions. Et les oppositions sont venues principalement de la question palestinienne. C'est-à-dire qu'un groupe d'États, pays arabes principalement, ont dit, mais on est d'accord pour condamner le terrorisme. Tout le monde condamne plus ou moins le terrorisme. Mais, sauf si l'acte de terrorisme a été commis afin de mettre fin à une occupation illégitime, une occupation étrangère illégitime. Et donc, on a fait un parallèle entre le résistant et le terroriste. C'est-à-dire, le terroriste, d'accord, on veut bien admettre, sauf si le terroriste est un résistant. Et qu'est-ce qui fait la distinction entre le terroriste et le résistant? C'est que le résistant, c'est quelqu'un qui va commettre des actes de violence, mais parce que lui-même est soumis à une occupation étrangère. D'où le parallèle, par exemple, avec qu'ont fait les résistants français pendant la guerre. Ben, est-ce qu'ils ont fait du terrorisme? Mais pas du tout. Ils ont commis des actes de violence, mais c'était des actes de résistance. Et donc vous avez cette querelle sans fin. Est-ce que la personne qui commet un acte de violence, c'est un terroriste, c'est-à-dire quelqu'un qui, de manière assez négative, commet un acte criminel pur, ou est-ce que c'est un résistant, c'est-à-dire qui commet cet acte au nom d'une légitimité supérieure? Donc on n'y arrive pas au niveau de la définition, mais concrètement, on sait bien ce que c'est. Et dans toutes les législations nationales, y compris dans les États qui contestent cette distinction, vous avez des législations qui définissent très clairement le terrorisme. Pour conclure, et en répondant par une définition, nous nous rattachons bien entendu à une notion dépolitisée du terrorisme. On considère, en tout cas moi c'est ce que je fais dans mon activité professionnelle, c'est ce que j'ai toujours fait, on considère que le terrorisme est
inacceptable, que quelle que soit la motivation, il doit être condamné. On le définit comme un acte de violence exercé à l'encontre de personnes pour des motifs qui peuvent être idéologiques, politiques, religieux, et qui vise à exercer une pression sur un gouvernement ou sur un groupe constitué afin d'obtenir des décisions qui vont dans le sens de ceux qui commettent ces actes. Merci. Très bien, merci. En général, peut-être une précision, un avis. Bon, on a convenu qu'on ne redirait pas la même chose l'un et l'autre avant de rentrer ici, de façon à aller un petit peu plus loin dans le débat et à compléter parfois ce que l'un ou l'autre, compte tenu de nos sensibilités, de nos expériences, nous n'avons pas abordé. Moi, je dirais que le terrorisme, pour revenir à l'origine des mots par lesquels vous avez démarré, c'est d'abord la terreur. C'est cette notion de terreur qui doit aujourd'hui rester dans nos têtes. C'est celle qui fait que chaque acte terroriste résonne en chacun d'entre nous. Parce qu'il vise évidemment, à l'évidence, à créer une forme de terreur. Qu'est-ce que c'est que la terreur? C'est la perte de ses repères. C'est la perte de sa capacité de réaction. C'est la perte du raisonnement sensible et argumenté. La terreur, c'est quelque chose qui vous fait perdre vos moyens, parce que vous avez peur. Et que cette peur, la volonté du terroriste, c'est d'innerver les rouages principaux de la société de cette terreur. On comprend bien qu'on peut faire peur à quelqu'un dans une cour de récréation, mais la peur est limitée. Par contre, lorsque vous commencez à interdire à tous les rouages qui sont les rouages fondamentaux de la vie d'une société de fonctionner, alors vous commettez des actes de terreur. Et cette terreur-là, ce mot de terreur, je pense qu'il faut revenir à l'étymologie des mots en la matière. C'est quelque chose de très important. Par terrorisme, et votre colloque était sur le terrorisme, et vous voulez que j'insiste un petit peu tout de même, mais parce que j'ai à face de moi un public d'étudiants, il faut revenir à l'origine des mots. Et les terreurs me semblent beaucoup plus parlants que le terrorisme. Le terrorisme, on est déjà dans un concept qui pourrait être un concept philosophique, sociologique, mais qui n'est pas véritable, qui ne retrouve pas vraiment le terme de terreur qui est vraiment tout à fait considérable et qui crée les malheurs de ce monde. Les migrations, en deux mots, les au pluriel, migration, de centaines de milliers de femmes, d'enfants, d'hommes, de vieillards et de malades qui se déplacent d'un endroit à un autre, qui perdent tout repère, qui perdent leur terre, qui perdent leur maison, qui perdent leur vie de famille et qui se retrouvent déracinés au sens réel du terme. Et ceci, nous le voyons aujourd'hui, depuis quelque temps, dans ce que nous appelons communément Daesh, c'est-à-dire ce territoire immense à cheval sur l'Irak, la Syrie, principalement, pas exclusivement, mais c'est ça qui recouvre le mot terreur. Et vous imaginez bien que ces populations déracinées n'ont plus du tout les mêmes réflexes que lorsqu'elles ne l'étaient pas. La deuxième chose qu'il y a sous l'angle du terrorisme, pour revenir à cette définition, et je reste sur les définitions, c'est le terrorisme, c'est une certaine forme d'impunité. Alors vous allez me dire, mais c'est assez surprenant, nous sommes les puissances les plus puissantes du monde. C'est vrai, mais c'est une forme d'impunité. Le terroriste, par définition, frappe sans prévenir, sans signaux, ou avec des signaux tellement faibles parfois que vous avez énormément de mal à les capter. J'utilise ces termes-là à dessein parce qu'il me semble que nous avons un débat politique aujourd'hui dans notre pays sur ces signaux. Et je peux vous dire que lorsque on est confronté à la réalité de la recherche de ces signaux, il s'agit de rechercher un signal fugace ou fugitif de quelques secondes. Et ce signal, c'est un signal parmi des centaines de milliers d'autres.
Et ce signal, fugace ou fugitif, il faut l'analyser en temps réel, il faut en évaluer la portée en temps réel, et il faut décider des réactions appropriées ou inappropriées en temps réel. On a changé de monde. C'est une aiguille dans une meule de foin, vous faites parler l'aiguille, et au moment où elle a parlé, ça peut durer quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, quelques jours, j'espère quelques minutes ou quelques heures, il faut réagir et détruire l'aiguille. Ça change complètement la portée de nos actions. Troisième chose, je peux continuer ou pas? Vous m'arrêtez, hein, surtout, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Tout notre temps. Troisième chose, parce qu'il y a plein de choses à dire sur ce sujet. Moi, à terreur, j'oppose valeur. Nous serons terrorisés, nous aurons peur si nous n'avons pas confiance dans nos valeurs. Si nous avons confiance en nos valeurs, nous vaincrons. Si nous pensons que nos valeurs sont fragiles, que nous ne sommes pas prêts à les défendre, que nous ne sommes pas prêts, comme nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, à se battre pour ce que nous avons de plus essentiel, alors nous avons raison d'avoir peur. Bien sûr, il faut avoir peur. Nous sommes rentrés dans une période de terreur. Mais si nous avons confiance dans nos valeurs, qu'est-ce qui peut nous arriver fondamentalement? Encore faut-il être prêt à s'engager pour ces valeurs. Quatrième point, j'arrêterai là-dessus parce que je pourrais en donner 5 ou 6 autres, tout aussi importants, mais j'imagine que vous avez déjà les questions, donc on va attendre. Quatrième point, ce qui provoque aussi ce caractère de terrorisme, de terreur que nous vivons aujourd'hui, c'est l'évolution profonde du caractère de la guerre. La guerre est devenue profondément asymétrique, c'est-à-dire un éléphant et une souris. C'est très facile de faire un combat d'éléphant ou un combat de berger allemand ou un combat de coq. C'est compliqué de faire un combat entre un éléphant et une souris, et je vous laisse là-dessus pour la suite. Merci mon général. Ma question suivante est beaucoup plus concrète. En fait, comme l'a souligné Fatima, le phénomène terroriste n'a rien d'inédit et il est passé d'extrême droite à l'extrême gauche, à plutôt des mouvements séparatistes. Et depuis les années 80-90, c'est véritablement le terrorisme islamiste dont on parle davantage. Et aujourd'hui, on ne parle quasiment que de cette forme-là. On entend tous les jours parler de Daesh, d'Al-Qaïda, de Boko Haram, d'Aqmi, de Shebab. Est-ce qu'il y a des différences idéologiques fondamentales entre ces différents groupes islamistes et est-ce que leur dessein, leur objectif final est finalement le même, malgré ces différences? Monsieur Solier? Oui, simplement pour mettre un peu d'ordre dans la discussion sur des sujets qui sont assez imbriqués, assez complexes. Est-ce que le terrorisme a toujours été le même? Alors c'est un phénomène ancien, ça c'est indubitable, on en trouve la trace dans l'histoire, et pas seulement l'histoire la plus récente, mais l'histoire la plus ancienne. Simplement, il y a quand même quelque chose qui a... La donne a changé véritablement. Moi je pense qu'on ne peut pas parler de la même façon du terrorisme après le 11 septembre et avant le 11 septembre. Alors, quels sont les facteurs communs? On les connaît bien. D'ailleurs, lorsque vous parlez avec des personnes appartenant à des pays où le terrorisme est récurrent, ils contestent un peu cette distinction. Par exemple, lorsque vous parlez avec des Indiens, ils vont vous dire, mais finalement, vous vous intéressez au phénomène le jour où il frappe les pays occidentaux. Si on avait frappé New Delhi au lieu de frapper New York et Washington, peut-être que la sensibilité terroriste pendant des années sur bien des continents, notamment en Amérique latine, où il y a des mouvements comme les FARC, que tout le monde connaît, mais il y a eu le Sentier Lumineux, il y a eu toutes sortes de groupes terroristes qui étaient des terroristes qui ne répondaient pas à un motif religieux du tout. Voyez-vous ? Voilà. Donc, mais depuis le 11 septembre, honnêtement, les choses ont changé, enfin, me semble-t-il. Et ce qui a changé, c'est la magnitude des attaques. C'est-à-dire qu'on a bien compris
même si on reste droit dans nos bottes, comme disait un de nos prédécesseurs ici même, et qu'on reste attaché à nos valeurs, le fait est, c'est que, par exemple, le 11 septembre a quand même profondément changé la donne. Et on peut se demander si, d'une certaine manière, les objectifs de Ben Laden n'ont pas été remplis, dans le sens où, quand même, le monde a été totalement bouleversé. Donc, c'est pas que les gens avaient abandonné leurs convictions dans les valeurs démocratiques, mais le fait est, c'est que lorsqu'il y a eu des attaques de ce type-là, eh bien, tout a été chamboulé. Les relations internationales ont été chamboulées. Rappelez-vous que à la fin de la guerre froide, eh bien, dans les années 90, il y a une certaine unité de la communauté internationale. Il n'y a plus les oppositions fortes des années antérieures et on avait quand même avancé dans le domaine des relations internationales. On avait de la normativité, on arrivait à développer des politiques communes, il y avait quand même un certain nombre de dossiers sur lesquels, même s'il y avait des oppositions d'intérêt, il n'y avait pas un affrontement ou une confrontation idéologique qui rendait impossible l'avancée des relations internationales. Tout ça a été bouleversé par le 11 septembre. On s'est battu notamment dans le camp occidental. Rappelez-vous les oppositions entre les États qui étaient qui avaient rejoint la coalition des États-Unis autour de George Bush, les Européens, notamment les Français, les Allemands, qui s'en étaient détachés. Donc au sein même du camp occidental, même entre Européens, il y a eu des divisions, etc., etc. Donc il y a eu un bouleversement profond. La guerre en Irak a également bouleversé. La résurgence du terrorisme islamique dont on parle n'est pas étranger, si vous voulez, à des interventions militaires. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les faire, c'est pas mon propos, mais je dis que les choses sont quand même connectées. Donc, le 11 septembre a quand même relativement changé la donne, et je pense que si on parle du terrorisme, il y a quand même des variantes importantes dans ce phénomène et dans la manière dont on l'aborde aujourd'hui. Oui, mais du coup, vous parlez justement de différences, et dans les groupes aujourd'hui islamistes, quelles sont les différences idéologiques? Est-ce que il y a des valeurs différentes, des visions de la religion différentes? Bon, moi je vais laisser la parole, mais juste en un mot, il y a bien évidemment dans cette nébuleuse des variantes, mais à l'heure actuelle, me semble-t-il, c'est qu'il y a, s'il y a un élément d'unité entre tous ces groupes, c'est quand même la volonté profonde de ces groupes, quelle que soit la manière dont ils déclinent leur politique, d'entrer, si vous voulez, en guerre contre l'Occident, contre ceux qui représentent, et ils le disent très clairement, et d'établir un califat. Donc le califat, c'est quoi? Ce n'est plus ni moins qu'un gouvernement, disent-ils, dirigé par des règles de l'islam, selon l'approche de ces groupes-là, eh bien, de faire reculer, si vous voulez, le territoire des mécréants, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas islamisés, et d'agrandir le Dar el-Islam, c'est-à-dire le territoire gouverné par l'islam. Et je crois que ça fait quand même l'unité de ces mouvements, même si bien entendu, ils diffèrent par bien des aspects. Mais vous parliez du coup d'anti-occident, enfin de vision anti-occidentale, mais finalement, quand on regarde Daesh, c'est d'abord les chiites qui sont visés. Du coup, alors qu'Al-Qaïda était pour le coup, justement, à juste titre, anti-occidentale. Et du coup, est-ce que pour vous c'est une différence importante ou finalement non, puisque Daesh aura la même vision à moyen terme? Je ne peux pas vous répondre en 15 secondes. Sur cette question, je vais laisser la parole si je voulais bien, je vous répondrai de manière plus approfondie et plus argumentée, parce que c'est un point important. Bon. Merci, c'est compliqué les questions qu'on nous pose ce soir. Je vais essayer de reprendre un tout petit peu parce que c'est important d'essayer de voir un petit peu comment s'organisent les choses et comment s'organisent les différences. D'abord, lorsque vous analysez les mouvements terroristes et le monde du terrorisme, vous êtes frappé par une extraordinaire diversité, qui tient à la nature même de la zone dans laquelle s'appliquent ces actions terroristes, ou bien des objectifs que poursuit tel ou tel mouvement. Pour certains, ils sont dans des objectifs nationalistes ou étatiques.
On a évoqué les FARC tout à l'heure, mouvement terroriste né au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale dans les années 50, en Colombie, j'imagine, qui a fini par être quasiment totalement éradiqué à la suite de l'action du président Uribe lorsqu'il a été élu à la présidence de la Colombie en 2002 ou 2003. Et il me semble qu'aujourd'hui, ce mouvement est en perte de vitesse, mais vous en direz peut-être un mot plus précisément que moi, parce que je ne l'ai pas regardé de très très près depuis déjà un certain temps. Évidemment que les FARC n'avaient pas du tout une vocation à irriguer, ils n'ont d'ailleurs jamais vraiment cherché à le faire, à irriguer l'Amérique du Sud ou à s'exporter en dehors du continent sud-américain. Donc c'était une révolte qui était marquée par des traits assez particuliers, mais qui tenait à une zone géographique assez forte. La deuxième chose auquel nous avons des difficultés, et ça je tiens à vous le dire parce qu'il me semble que ça explique, nous aimerions organiser les choses de façon hiérarchique. Lorsque nous avons affaire à une mouvance terroriste, on a appris, d'ailleurs ici à l'ESSEC, j'imagine, vous apprenez, vous maîtrisez les boards, les conseils d'administration, les comités exécutifs, les comités directeurs, les présidents directeurs généraux, les actionnariats, etc. Donc les choses sont organisées, on a des cases, c'est plutôt pyramidal, c'est assez hiérarchique et ça nous parle parce que dès que nous avons commencé à faire des études, c'est comme ça qu'on nous a appris à réfléchir. Lorsque vous étudiez les mouvements terroristes, il faut désapprendre les cases. Il faut désapprendre la hiérarchie. Il faut désapprendre les liens qui existent entre les uns et les autres pour rentrer dans un schéma de pensée qui est profondément différent. Profondément différent. Quels sont-ils ? Premièrement, il n'y a pas d'organisation centralisée. Et ce ne sont pas les mots d'ordre médiatiques qui doivent, en l'occurrence, nous tromper. Qui prononçait le mot califat il y a plus de 2 ans? Je ne suis pas en train de dire 20 ans. Hein. Qui prononçait le mot califat il y a plus de 2 ans? Qui prononçait le mot Daesh il y a plus de 1 an? Qui prononçait le mot Aqmi, Al-Qaïda au Maghreb islamique, il y a plus de 4 ans? Bon, sauf des experts et des spécialistes, mais dans ce qui constitue la société civile auquel vous appartenez, nous appartenons tous, très sincèrement, ces mots-là n'étaient pas du tout connus, n'avaient pas du tout l'acception qu'on leur prête aujourd'hui et n'avaient pas du tout la portée qui est la leur aujourd'hui. C'est vous dire qu'il faut aussi prendre un peu de recul par rapport à ces choses-là. Troisième élément, vous posiez la question des différences, elles sont considérables. La mouvance terroriste, au-delà de quelques slogans du style, voilà un slogan que je livre à votre réflexion, la destruction de l'État d'Israël, qui est un peu revendiqué par tout le monde, et qui permet aux uns et aux autres de se revendiquer de cette action pour rejeter Israël à la mer, en dehors de cette revendication qui, vous l'admettrez avec moi, est tout de même un petit peu théorique. Il n'y a que des différences entre les mouvements terroristes, des différences d'objectifs, des différences de localisation, des différences religieuses, des différences philosophiques. Et nous aurions tort de vouloir rassembler l'ensemble de ces mouvements, de vouloir comprendre le rassemblement de l'ensemble de ces mouvements sous une autorité unique. Et de ce point de vue-là, Ben Laden, pour reprendre votre exemple, Ben Laden nous a peut-être un peu induit en erreur, car nous l'avions perçu, à tort ou à raison, je ne me prononcerai pas, comme un peu la figure tutélaire et celui qui tirait les fils pendant la quinzaine d'années avant qu'il soit... Il avait des leaders régionaux partout. Voilà, et nous avons peut-être eu le sentiment que Ben Laden allait être remplacé, etc. C'est pas comme ça que cela se passe. Dernier point que je voulais dire, c'est qu'au fond, le problème que nous avons aujourd'hui, j'imagine que vous l'aborderez tout à l'heure,
c'est la question de la résonance médiatique de ces opérations. C'était justement nos questions suivantes. Bon, ben je vais l'aborder un tout petit peu avant de vous redonner la parole, parce que je crois il faut que vous complétiez sur ce que je viens de dire. La résonance médiatique fausse grandement les choses. Elle fausse grandement les choses. Et ça nous pose d'immenses problèmes. Parce que le mouvement terroriste ou les terroristes en jouent, en usent et en abusent. Et nous sommes des États de droit, nous avons cette chance incroyable de vivre dans des sociétés avec des valeurs et une organisation rationnelle et une société de droit. Et évidemment, nous ne pouvons pas utiliser, heureusement, les mêmes armes qui sont les leurs, mais cette résonance médiatique perturbe, et c'est récent, perturbe grandement la lutte contre la terreur. Vous vouliez répondre ? Oui, juste sur un mot, parce que sur un point. Le fait que vous ayez au sein de la nébuleuse terroriste des gens qui soient différents, c'est une constante, si vous voulez, des mouvements terroristes. Les anarchistes, le terrorisme d'extrême gauche, au sein du FLN, pendant la guerre d'Algérie, tous ces gens-là, c'était pas des gens qui pensaient tous la même chose. D'ailleurs, ils s'étripaient très régulièrement. Il y a eu des règlements de compte entre les groupes terroristes de manière plus que systématique. Aujourd'hui, même chose. En effet, ces mouvements terroristes, en effet, vont buter sur d'autres fractures, comme par exemple la division de l'islam aujourd'hui, enfin en tout cas du monde musulman, de la communauté musulmane, entre ces deux branches majeures, hein, les sunnites et les chiites. Et donc vous avez également des querelles, des combats, des affrontements entre des groupes qui pourtant sont aussi des groupes terroristes. Néanmoins, mais c'est un avis subjectif. D'ailleurs, sur le terrorisme, on aurait dû vous le dire, le général comme moi-même, on ne prétend pas avoir un avis totalement objectif. On ne peut pas. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je ne prétends pas du tout détenir la vérité et avoir l'objectivité absolue en la matière. Et d'ailleurs, si vous entendez les personnes qui ont travaillé sur le terrorisme, vous entendrez souvent des voix discordantes plus que l'inverse. Néanmoins, il y a des degrés dans la subjectivité et dans l'expérience aussi de ces matières-là. Et je crois que, malgré tout, en ce qui concerne les groupes dont on vient de parler et du terrorisme islamique, en dépit de leurs différences, de leurs affrontements, il y a tout de même un élément fédérateur qui me semble être le rejet de l'Occident et le rejet des valeurs qu'il incarne. D'ailleurs, dans la notion de fondamentalisme, c'est bien ça qui importe. Pourquoi est-ce qu'on est fondamentaliste? Et parce qu'on considère que la religion, la foi qu'on pratique, doit se raccrocher à une parole fondamentale. On rejette tout ce qui a pu être une forme de modernisation et donc considéré comme une forme de déviance par rapport à une approche fondamentale des textes, et on revient à une application littérale. Et parce qu'on a considéré, par exemple, pour les groupes islamistes, que le monde musulman, il a été grand à l'époque où, vraiment, on appliquait les choses telles qu'elles étaient dites à la virgule près. Et qu'il a commencé à décliner le jour où, précisément, il a pris des libertés avec ce qu'on conçoit être les règles fondamentales de la religion. Donc aujourd'hui, moi je crois qu'on vit cette confrontation pour ce terrorisme-là. Mais retenez, je vous ai bien dit que le terrorisme ne se limite pas aujourd'hui au terrorisme islamiste, même si c'est celui, bien évidemment, qui occupe malheureusement l'actualité. Et l'espace médiatique. Alors passons aux médias. On l'a dit tout à l'heure, les médias sont une caisse de résonance qui donne du poids finalement au discours terroriste. Et aujourd'hui, les terroristes ont à leur disposition de nouveaux outils de communication. Alors on pense évidemment aux vidéos de propagande très hollywoodiennes qui sont diffusées massivement sur Internet. On pense aussi aux guides du parfait terroriste comme Inspire Magazine ou encore Dar al-Islam, qui sont aisément téléchargeables également en ligne. Et plus récemment, on peut citer aussi le hacking de chaînes de télévision comme TV5 Monde ou encore du site YouTube et Twitter de l'armée américaine. Donc on sait que cette nouvelle forme de propagande par Internet est puissante. Aujourd'hui, on estime à 91% le nombre de djihadistes occidentaux qui seraient recrutés par Internet. Ma question c'est, qu'est-ce qu'on fait contre ça? Est-ce que c'est possible
de censurer, réguler un espace comme Internet, ou au moins de limiter l'accès et la résonance de ces publications terroristes, ou est-ce que c'est peine perdue? Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. C'est un débat qu'on doit avoir, parce que c'est un débat démocratique, et c'est très important d'avoir un débat, mais il n'y a pas le choix. Bien sûr, ça va être restreint. Bien sûr, ça va être contrôlé. Bien sûr, ça va être régulé. Bien sûr, c'est un outil nouveau qui nous a donné une formidable espoir de liberté et d'usage jusqu'au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Moi, j'appartiens à une génération qui n'est pas née avec Internet, qui a découvert Internet en marchant. Vous êtes nés avec Internet pour la plupart, quoique c'est assez récent tout de même. Donc, je pense que oui, bien sûr, ça va être régulé, bien sûr, ça va être ordonné, bien sûr, ça va être suivi, bien sûr, ça va être analysé. D'autant que je vais être prudent quand même dans ce que je vais dire, mais chaque message a une signature électronique. Chaque clic a un point d'origine et un point de destination. Et que tout ça fait partie de programmes absolument considérables, mais de programmes considérables qui vont porter leurs fruits. La question est, puisque vous posez cette question-là, qui est la question de la régulation de cet espace médiatique, la question est comment on va réussir à avoir ce qui s'oppose un peu, d'une certaine façon, à la fois une puissance d'investigation sans limite qu'offrent ces outils modernes, puissance d'investigation sans limite, et en même temps un contrôle démocratique. Et toute la réflexion de notre époque aujourd'hui, mais encore pour de nombreuses années, parce que personne n'a encore trouvé la pierre philosophique en la matière, ça va être ce débat entre la capacité d'investigation absolument infinie que permet justement ces outils, dans un intervalle de temps qui était inimaginable pour nos parents, donc c'est très récent, et en même temps, évidemment, que tout ceci s'opère avec des règles démocratiques de l'état de droit. Je suis à côté d'un magistrat, donc je crois que c'est vraiment extrêmement important, et vous pourrez certainement aborder cette question-là de façon plus précise que moi, mais il me semble que là, nous avons besoin de réfléchir ensemble et de trouver comment va s'exercer ce contrôle démocratique auquel nous tenons tant. J'en appelle justement à votre côté juriste. Internet, c'est un espace qui est mondial. Comment est-ce qu'on obtient un consensus de différents pays, de l'intégralité des pays, pour réguler cet espace? Parce que c'est finalement ça le fond du problème avec Internet, c'est qu'on n'a pas le contrôle sur tout. Je peux dire un mot, je vous laisse la parole. C'est un espace mondial, mais Google, Facebook, Microsoft, la Silicon Valley, il me semble que c'est mondial localisé, quoi. Voilà. Donc il va falloir qu'on discute sérieusement. Très très sérieusement quand même là. Je pense que c'est parti même. Voilà. Avant de répondre plus précisément à votre question, je souhaite dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez exprimé. Je crois que vous avez bien cerné les choses. Peut-être compléter sur un seul point, c'est que la relation entre terrorisme et médias est une relation particulière. Je crois qu'on doit souligner, il y a une phrase, je crois, de Jean Baudrillard qui est assez célèbre, qui a dit « Les terroristes ont besoin de plus de spectateurs que de victimes ». Parce que le terrorisme, comme on l'a dit en introduction de cette présentation, le terrorisme vise précisément à répandre la terreur. Et donc la nécessité de publicité est fondamentale pour les terroristes. Ce qu'il faut, c'est propager la terreur et toucher le plus grand nombre possible. Donc à notre époque, ce besoin de publicité, mais qui a toujours existé. Pourquoi est-ce qu'on allait assassiner des têtes couronnées, etc. Parce qu'on voulait frapper au plus haut niveau pour donner de la publicité à une cause que l'on croyait bonne, légitime, etc. Bien, juste. Donc aujourd'hui, bien entendu, ça prend une connotation particulière avec l'explosion absolument sans précédent que connaissent les médias et le fait qu'un événement qui se passe à un endroit peut être médiatisé et donc mondialisé immédiatement. C'est la raison pour laquelle tout le monde tremble en voyant des décapitations qui peuvent se passer à des milliers de kilomètres de chez nous. Voilà. Alors, la question de la régulation,
je suis bien évidemment d'accord avec ce qui a été dit, c'est un gros problème. Ce n'est pas particulier au terrorisme. Nous qui travaillons sur les questions criminelles, on a le même problème pour, par exemple, les images pédophiles, les recettes de fabrication d'explosifs sur Internet, enfin, toute une série de choses que l'on n'aimerait pas y voir. Et donc, on est amené à se poser la question qui est celle du contrôle et de la régulation d'Internet. Et là, c'est une question, c'est plus une question politique, c'est pas une question criminelle, c'est vraiment une question politique. À l'heure actuelle, il y a un défaut total de régulation d'Internet. Il y a des négociations qui sont menées au niveau international, mais c'est assez peu avancé, il faut bien le dire, et ça pose un énorme problème de sécurité. Et puis, pourquoi la question évolue assez peu? Parce que vous avez un bras de fer qui est de nature politique et économique. Vous comprenez bien que celui qui détient les manettes de ce canal aussi important d'information, mais d'information, ça veut dire de commerce, ça veut dire de promotion de telle ou telle chose, enfin, détient un véritable pouvoir. Hein. Habituellement, on disait les médias, c'est le 4e pouvoir. Il y avait une émission sur France Culture qui s'appelait Le Premier Pouvoir, et c'était l'information. Et là, on y est véritablement. Donc aujourd'hui, absolument d'accord pour dire qu'il faut réguler Internet, mais très honnêtement, comme beaucoup de questions internationales à l'heure actuelle, on en est encore à un stade assez élémentaire, oui. J'aimerais juste, excusez-moi, rebondir juste sur ce que vous avez dit. Vous parliez de décapitation, donc des vidéos qui sont visibles sur BFM, sur LCI parfois. Est-ce que les médias occidentaux ne font-ils pas que donner du poids à cette propagande en diffusant ces vidéos-là, sans avoir finalement de débat de fond, d'explication des enjeux derrière, ou d'après vous, y a-t-il tout simplement un devoir de tout montrer? Et derrière cette question-là aussi, est-ce que les médias devraient-ils être, vous le disiez par rapport à Internet, plus contrôlés par des instances comme le CSA? Et du coup, là, je parle aussi avec l'idée de droit d'ingérence, ce genre de problématique. Est-ce que vous pouvez rebondir, s'il vous plaît? Non, rapidement. Est-ce que les médias exagèrent? Oui, mais tout le monde joue avec le feu. Tout le monde joue avec le feu. Rappelez-vous l'élimination de Ben Laden. Et tout le monde a en tête cette image dans les sous-sols de la Maison Blanche, où vous aviez autour d'une tasse de café avec Madame Hillary Clinton absolument effarée de voir ce que c'était une opération des forces spéciales. Bon, c'est vrai. Tout le monde joue avec le feu. C'est-à-dire, et d'ailleurs moi personnellement j'ai jamais compris ça. Comment on peut être au sommet de l'État et se faire photographier, à la limite qu'on suive l'opération, je peux à la limite le comprendre, à l'extrémité le comprendre, mais qu'on puisse être vu par l'ensemble du monde en train d'être filmé pendant l'opération, je ne comprends pas. Donc vous voyez cette exposition, et bien entendu vous avez le retour de boomerang. Voilà, ça vous intéresse, les exécutions, eh bien moi je vais exécuter vos propres gens. Tout le monde avait vu ça, enfin les gens qui étaient un peu spécialistes de ces questions-là, qui travaillent sur ces dossiers, quand on a vu ça, la réaction, elle s'est dit, oh là là, mais ça va, on sait très bien ce que ça va donner. C'est ce que... Bon, je ne fais pas un lien exact entre cet événement et ce que font les terroristes aujourd'hui en Syrie ou en Irak, mais en fait, simplement pour vous dire qu'avec la médiatisation, tout le monde joue un petit peu avec le feu. Comment contrôler ça? Je pense que c'est pas seulement des organes de contrôle, ça renvoie à la déontologie des journalistes. Lorsque vous décidez de passer des films de ce type-là, je vois pas comment ça peut se contrôler. Deuxièmement, rappelez-vous que le monde est quand même légèrement diversifié. Donc, il n'y a pas que la France, il n'y a pas que les États-Unis, il n'y a pas que l'Allemagne, etc. Donc, la bande sera peut-être pas passée par un média européen, mais sera passée par un média, je ne sais pas où, d'Océanie, disons, pour être politiquement correct. Mais je ne vois pas comment ce genre de choses ne pourrait pas se retrouver sur Internet, il faut diffuser largement à l'heure actuelle. En revanche, la régulation d'Internet, oui. Hein, voilà. Je vais poursuivre un tout petit peu sur ce que vous évoquez parce que je crois que c'est important, notamment ces images de décapitation qui nous ont profondément choqués. Sans révéler des choses que je ne suis pas autorisé à révéler, vous devez vous souvenir, pour ceux qui regardent les nouvelles régulièrement, qu'en Afghanistan, il y a 2 ou 3 ans, une jeune femme avait été assassinée
en public à la suite d'un jury d'honneur d'un soi-disant tribunal islamique de talibans pour avoir enfreint la loi. Je ne rentre pas dans les détails, mais on était véritablement dans le cas que vous évoquiez. Et c'était son mari qui l'avait assassiné, c'était le tribunal islamique qui avait prononcé la sentence, mais c'était son mari qui l'avait assassiné. Et évidemment, tout ça avait été filmé par le premier iPhone venu et mis en boucle sur les réseaux sociaux, provoquant une émotion absolument considérable, à juste titre, épouvantable, et en même temps sur un thème qui me semblait tout de même un peu disproportionné par rapport à la réalité de l'Afghanistan, qui était, vous voyez, les sauvages n'ont pas changé et ce pays s'enfonce dans la terreur et l'obscurantisme le plus absolu. Je reviendrai sur la deuxième partie qui concerne les médias, mais je vais traiter de la première qui concerne ce pseudo-tribunal islamique. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes un chef militaire avec des moyens considérables confrontés à ce genre de choses? Je pense que vous faites des choses assez différentes de ce que vous feriez si vous étiez en France avec un système policier, un système judiciaire et une organisation qui marche, ou en Belgique, ou en Allemagne, ou aux États-Unis, ou ailleurs. Donc là, vous avez des actions que vous pouvez prendre de telle sorte qu'un message sans ambiguïté soit envoyé à ceux qui sont des assassins au nom d'une cause qui ne représente aucunement les valeurs pour lesquelles vous êtes engagé avec de très nombreux pays, puisque c'était une coalition de 50 pays qui étaient en Afghanistan. J'avais 50 pays sous notre autorité, donc c'était quand même pas tout à fait rien. Et donc, je pense que ceux qui ont commis ce crime ont été châtiés. Voilà. J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Moi, je pense qu'ils ont été châtiés. Voilà. Je ne pense pas qu'ils recommenceraient. Voilà. Donc, je pense que c'est un peu ce genre de débat auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, parce que ceux à qui nous avons affaire sont effectivement des gens qui veulent infliger la terreur. La deuxième chose que je voulais dire, parce qu'il faut rentrer un petit peu dans la réalité de ce que sont les choses, c'est que à quoi s'opposent principalement ces terroristes que décrivait tout à l'heure mon voisin? Ils s'opposent au fond à la modernité, d'une certaine façon. Ils s'opposent, ils sont les garants d'une forme de fondamentalisme, c'est-à-dire qu'on ne change pas les choses qui auraient toujours été ainsi. Mais en fait, derrière tout ça, c'est le pouvoir. C'est l'exercice du pouvoir. C'est la forme d'exercice du pouvoir qui est directement mise en cause par cette irruption de la modernité. Je vais expliquer quelque chose qui va vous parler beaucoup plus facilement en donnant un exemple. Lorsque nous sommes, nous les pays occidentaux, arrivés en Afghanistan, il n'y avait aucune petite fille ou jeune fille à l'école. Or, nous sommes dans un pays de tradition orale. Ce qui veut dire que les traditions fondamentalistes, les traditions d'extrémisme sont transmises par les mères à leurs enfants, puisqu'il n'y a pas d'écrit. Celles qui entretiennent le fondamentalisme, ceux qui entretiennent le fondamentalisme, ce ne sont pas les hommes qui n'ont pas véritablement accès à la communauté des enfants. Ils s'en soucient peu d'ailleurs. Ce sont les femmes et ce sont les mères. En 2001, il y a une quinzaine d'années, pour la plupart d'entre vous, vous aviez une toute petite dizaine d'années, il n'y avait pas de jeunes filles ou de filles à l'école. Et il y avait 50 000 jeunes garçons à l'école en Afghanistan, 50 000 seulement. Aujourd'hui, il y a 9 millions, 50 000, 9 millions. Il n'y a pas une parité absolue, ce n'est pas le seul pays au monde, mais il y a à peu près 4,5 millions de garçons et 3,8 millions, 4 millions de filles ou de jeunes filles qui vont à l'école, qui ont acquis des outils, qui maîtrisent un savoir, qui détiennent une parcelle de compétences et qui ne transmettront pas
lorsque le moment sera venu d'avoir des enfants, les choses de la façon dont les choses leur ont été transmises par leur mère. Et donc, vous savez, on présente toujours ces pays en disant, on présente toujours ces pays en termes de isme, fondamentalisme, extrémisme, talibanisme, j'ai pas dit cannibalisme, talibanisme, etc. La vérité, ce qui arrive devant nous, c'est un choc de génération. Parce que ceux qui détiennent encore le pouvoir aujourd'hui sont les anciens. Ce sont les elders, ce sont les barbes blanches. Mais ils vont être supplantés par cette génération qui arrive, qui a été à l'école, qui a appris, qui maîtrise, qui domine les nouvelles technologies et qui de toute façon, à un moment donné, va arriver au pouvoir. Là, il va y avoir un clash de génération. Et là, il va y avoir une guerre civile. Ce n'est pas une guerre fondamentaliste. C'est une guerre qui va se faire entre ceux qui aujourd'hui détiennent encore le pouvoir et qui vont le perdre, et ceux qui arriveront avec une nouvelle posture, des nouveaux outils, une nouvelle culture, des nouveaux savoirs, et qui prendront le pouvoir. Ça ne se passera pas sans difficulté. Ça ne se passera pas sans difficulté. Ça, c'est sûr. Mais c'est ça qui est en train de se passer, et c'est ça qui va se produire. Et ça, cette modernité, cette irruption de la modernité, il faut avoir confiance. Quand vous passez de 50 000 garçons seulement à l'école ou étudiants, à 9 millions, à 10 millions, à 11 millions, il se passe quelque chose. Ça va complètement transformer le pays. Alors pas en 1 an, pas en 2 ans, mais en 10 ans, mais en 15 ans, mais en 20 ans. Ce qui est sûr, c'est qu'en 2030, plus rien ne sera comme en 2010. Merci pour ces précisions. Passons maintenant au thème du financement, avec une première question. Oui, peut-être une question pour vous, en général. Aujourd'hui, on sait plus ou moins que le financement des groupes terroristes se fait par 3 biais principaux. C'est les dons privés, forcément. Les puits de pétrole qui sont contrôlés donc par Daesh notamment, et là, il y a aussi un 3e biais qui est assez récent d'ailleurs, et c'est le pillage de sites archéologiques et la revente au marché noir de ces œuvres. Et on sait qu'apparemment Daesh utilise ce biais-là, et ce serait sa seconde source de financement. Et du coup, ce constat soulève plusieurs questions. Tout d'abord, comment Daesh vend-il son pétrole, qui l'accepte, à qui il le vend? On a des doutes, notamment concernant la Turquie. Et est-ce que vous pourriez du coup nous éclairer sur ce point, donc sur le financement des groupes islamistes, s'il vous plaît? Je trouve ça super, ce qui est projeté actuellement sur l'écran. C'est dérisoire, les sommes. Le terrorisme... Il y a 2 caractéristiques majeures dans le terrorisme. La première, c'est que les sommes en jeu ne sont pas des sommes tout à fait considérables. Évidemment, 20 millions de dollars, c'est pas rien. Enfin bon, c'est pas ça quand même qui va véritablement agiter un patron du CAC 40 en France, 20 millions de dollars ou 20 millions d'euros. Donc vous voyez que le problème de la terreur, c'est que la terreur se nourrit d'un financement qui est relativement modique. 30 millions de dollars, 100 millions de dollars, 200 millions de dollars si vous voulez. Mais à l'échelle de la planète, le financement et le fonctionnement de ces mouvements de terreur qui sont relativement rustiquement équipés, qui se contentent de pas grand-chose et qui vivent de façon assez pauvre par rapport au standard de vie qui est le nôtre, même très pauvre, ce financement est un financement relativement réduit. Et c'est ça qu'il faut garder comme échelle. C'est-à-dire que lorsqu'on dit on va s'attaquer, et bien évidemment on s'attaque aux sources de financement et qu'on suit et qu'on traque précisément ces sources de financement sur lesquelles je vais revenir. Mais je voudrais qu'on ait un ordre de grandeur et une échelle de grandeur. Parce qu'autrement, on se dit 20 millions par jour. D'accord. Un soldat américain en Afghanistan, un soldat américain en Afghanistan, c'était 1 million de dollars par an. Un soldat. 100 soldats, 1000 soldats, 10 000 soldats, 100 000 soldats. Le coût de la guerre en Afghanistan pour les États-Unis, c'était évalué à 120 milliards de dollars par an. La seule guerre en Afghanistan, 120 milliards de dollars par an, et je suis probablement en deçà de la vérité.
C'est vous dire que lorsque vous voyez ces sommes, ce sont des sommes qui frappent médiatiquement. Et là, je m'adresse aux étudiants de l'ESSEC. Vous dites 20 millions, 30 millions, quand j'aurai créé mon entreprise et que je commencerai à agir et que je commencerai à gagner des parts de marché et à détruire tous mes concurrents, avec 20 millions, c'est la planète qui est devant moi. C'est rien du tout. Rapportez ça au budget de l'armée des États-Unis qui aujourd'hui doit avoisiner par an les 700 milliards de dollars. Le seul budget de l'armée des États-Unis. Le seul budget de l'agence NSA, 72 milliards de dollars. L'agence qui écoute un peu. 72 milliards de dollars. Donc vous voyez que 10 millions, 20 millions, 100 millions, c'est juste ça. Mais vous comprenez bien que on a beau traquer les flux financiers, et nous les traquons, on a beau les démanteler, les sommes qui sont en jeu seront toujours trouvées pour alimenter des mouvements de terreur. Et donc là n'est pas la seule solution. La deuxième chose, c'est que lorsque vous attaquez des mouvements terroristes, vous vous attaquez toujours à 3 types de financement, qui sont toujours extraordinairement liés. Alors pas dans tous les pays du monde, mais dans les pays principaux dans lesquels nous agissons. Premièrement, c'est le trafic de drogue. Parce que la drogue génère naturellement du financement et du cash. Et donc, c'est pas pour rien que l'Afghanistan est le premier pays exportateur de drogue de pavot, d'opium au monde, avec 95 ou 96% de la production mondiale de pavot. Qu'a-t-on fait? Beaucoup de choses. Pas suffisamment visiblement, puisque nous n'avons pas réussi à éradiquer. Mais là, vous avez des sources de financement quasiment infinies, parce que cette agriculture de substitution représente des possibilités absolument considérables. La deuxième chose, dans les sources de financement, ce sont les réseaux criminels. Parce que les réseaux criminels, c'est tout ce qui concerne le trafic. Tout ce qui concerne le trafic aux frontières, le trafic de personnes, etc., etc. C'est une source de financement absolument considérable. Et enfin, la troisième source de financement, ce sont le financement de nature idéologique, c'est-à-dire un ou des États qui, par des biais assez particuliers, soutiennent telle ou telle cause. Mais lorsque vous attaquez les réseaux terroristes, les nexus, lorsque vous vous intéressez à ces questions-là, vous traquez ces 3 sources de financement. Et généralement, en attaquant la croisée de ces 3 sources de financement, vous attaquez effectivement le cœur des réseaux. Et vous les détruisez, ou vous les neutralisez, ou vous les éliminez, ou vous les éradiquez. J'emploie des mots assez forts quand même. Hein. Mais ça renaît. C'est un peu comme l'hydre. Vous savez, c'est un peu comme l'hydre. Vous coupez un bras, vous coupez un œil, vous percez un œil, ça renaît, sous une autre forme. Vous gagnez du temps, vous gagnez des délais. Et c'est là-dessus que je veux en venir, avant de vous laisser la parole, c'est les délais qu'on gagne, c'est des délais pour l'éducation. Vaincre le terrorisme et vaincre la terreur, vaincre ces actions de terreur, c'est d'abord investir dans l'éducation. C'est d'abord croire en les valeurs. C'est permettre à des enfants et à des étudiants d'avoir accès à la culture, d'avoir accès à l'ouverture, d'avoir accès à un mode de vie progressivement qui se rapproche de ce que nous estimons être le mode de vie des enfants ou des étudiants. C'est ça qui est fondamental. Et c'est là-dessus qu'il faut faire effort. Et peut-être qu'on ne fait jamais assez effort en la matière. On fait beaucoup d'efforts dans le terme de la lutte, couronné ou non de succès, on ne fait jamais assez effort dans le domaine de l'éducation. On pourrait toujours rajouter 100 millions de dollars dans le domaine de l'éducation. Ça, j'en suis profondément convaincu. Pas seulement en Syrie, là où est Daesh aujourd'hui, en Irak, en Afghanistan, en Colombie, partout, il faut investir là-dessus. Car c'est l'accès à cette éducation qui permettra de limiter le pouvoir de nuisance de ceux qui veulent créer la terreur. Monsieur Solier, est-ce que très brièvement, vous pouvez nous parler du financement via la vente au marché noir des œuvres d'art pillées? Il me semble que vous allez intervenir à l'ONU sur ce sujet dans quelques jours. Quelles sont les mesures qui vont être mises en place? Oui, alors je vais vous répondre sur cette question précise. Vous me demandez de parler du financement. C'est ma spécialité. J'étais spécialiste là-dedans. Dans ce domaine-là, la France, notamment à la fin des années 90, avait proposé ce qui était devenu la Convention contre le financement du terrorisme, qui est quand même une convention assez importante, qui a été adoptée dans le cadre de l'ONU et qui aujourd'hui est un instrument de coopération internationale assez important. Sur le financement du terrorisme, évidemment, une fois de plus, c'est la quadrature du cercle, parce que, comme l'a indiqué le général, le terrorisme ne coûte pas cher. Et donc, autant quand on a affaire à la criminalité organisée,
l'argent est une façon finalement de repérer des organisations criminelles. La drogue, on estime que c'est à peu près 500 milliards de dollars par an. Donc évidemment, quand il faut blanchir 500 milliards de dollars, ça ne peut pas se faire discrètement. Alors que le terrorisme, c'est quelque chose qui coûte très peu cher. Les attentats du 11 septembre, on avait évalué leur coût à peu près à 500 000 dollars au maximum. Donc des sommes qui sont très difficiles à repérer. Et non seulement c'est difficile à repérer parce que ce sont des sommes limitées, mais également parce que très souvent, cet argent est légal. Si vous prenez de l'argent de la drogue, c'est de l'argent noir, donc on va essayer de blanchir, d'où la notion de blanchiment. Mais l'argent du terrorisme, c'est de l'argent qui peut être tout à fait légal. Notre fameux Ben Laden a très certainement donné cet argent qui provenait de ses activités, de sa fortune, et ce sont des toutes petites sommes qui sont arrivées aux États-Unis auprès des groupes qui sont passés à l'action quelques mois plus tard, et qui étaient absolument indétectables. Donc il y a un problème de détection. Ça n'a pas empêché qu'ensuite on a quand même essayé de travailler sur ces financements terroristes, et c'est extrêmement difficile parce que très souvent l'argent en petites sommes est prélevé sur des activités relativement légales, relativement établies. Par exemple, on avait travaillé sur le marché de la viande halal. Bon, ça représente plusieurs milliards en Europe, vous voyez. Et donc vous pouvez tout à fait, également on avait travaillé sur ce qu'on appelle la zakat, c'est-à-dire les aumônes qui sont données également sur les voyages à la Mecque, qui sont organisés par des agences de voyage qui brassent des milliards, parce que évidemment ça concerne une population énorme, et donc sur ces flux financiers qui sont extrêmement importants, les actions caritatives également, des gens qui pensent donner par exemple pour la cause palestinienne, pour construire un stade de foot, pour créer des hôpitaux, et là-dessus, sur ces masses d'argent, eh bien on va prélever des sommes, même limitées, mais qui vont suffire pour, comment dire, financer le terrorisme. Donc voilà, il y a toute cette partie-là qui constitue vraiment une difficulté majeure pour les gens chargés de la lutte antiterroriste. Mais après, il y a un deuxième aspect auquel vous faisiez référence, qui est celui de la connexion entre le terrorisme et la criminalité organisée. Et donc ça pose même un problème, si vous voulez, je vais dire conceptuel, majeur. C'est-à-dire, est-ce que les groupes terroristes vont utiliser la criminalité organisée, c'est-à-dire en gros les trafics, que ce soit des trafics de cigarettes, des trafics d'armes, des trafics de drogue, bien évidemment, de stupéfiants, pour financer l'action terroriste, ou est-ce qu'au contraire, il y a une dilution du terrorisme dans la criminalité organisée? Si vous prenez l'exemple des FARC, à l'origine, le mouvement FARC, c'est un mouvement révolutionnaire, c'est un mouvement de revendication, c'était des gens qui n'étaient pas d'accord avec le système politique en place et qui faisaient le coup de poing dans la forêt amazonienne à la frontière entre l'Équateur et la Colombie. Bon, très rapidement, pour se financer, ils ont eu recours au trafic de drogue, et aujourd'hui, est-ce que c'est encore vraiment des terroristes? Oui, parce que les moyens qu'ils emploient relèvent du terrorisme. Est-ce que idéologiquement c'est des terroristes? Non. Parce que ce sont devenus des gens, ce sont devenus des patrons de la drogue, hein, ni plus ni moins. Même chose, on a eu la même question en Algérie, au Maroc. Il y avait un terroriste célèbre que l'on appelait Al-Qaïda le jour et Marlboro la nuit. Parce que il vivait très largement finalement des trafics qu'il organisait. Et donc ça pose une vraie question. Donc pendant longtemps, vous avez eu par exemple pendant plusieurs années, il y a eu pas mal de spécialistes, de criminologues, de pénologues qui ont essayé d'analyser cette situation et qui pensaient que le terrorisme s'hybridait et que le terrorisme allait se diluer dans la criminalité organisée. Voyez-vous qu'il n'y avait plus vraiment d'intérêt idéologique, que assez rapidement, ces gens qui étaient des marginaux... Il faudra qu'on dise un mot tout à l'heure quand même sur les aspects psychologiques. Parce que vous voyez, on parle des terroristes comme on parlerait, je sais pas, des joueurs de foot, des gens comme ça. Quand vous avez affaire à des criminels de cette nature... c'est pas des gens comme vous et moi. Hein. Vous et moi, nous avons des barrières morales, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne fera pas. On peut éventuellement se disputer, pour les plus violents, on peut peut-être donner un coup de poing, mais on ne va jamais aller découper quelqu'un en morceaux. On ne va pas aller mettre une bombe dans un bus où il y a des enfants. Vous voyez, vous avez quand même des barrières morales qui vous arrêtent. Quand vous êtes confronté à des criminels, d'ailleurs que ce soit des criminels de droit commun, mais plus encore des terroristes, vous avez une dimension complètement différente, vous avez des gens qui ont des psychologies totalement différentes.
et à bien des points de vue, pas seulement d'un point de vue, je dirais, médical, si je puis m'exprimer ainsi, mais également dans la motivation. Qui aujourd'hui dans cette salle est prêt à aller donner sa vie pour quoi que ce soit ? Même pour la nation, enfin, bon, par général, bien entendu, mais... Tout se passe en dialogue. Non, mais aujourd'hui, il faut bien reconnaître que dans des sociétés développées, confortables, donner sa vie, ça reste quand même un peu théorique. Et là, vous avez des gens qui donnent leur vie. Alors, pour une mauvaise cause, hein, le problème ne se pose pas, mais il faut quand même se poser la question, quel est le moteur qui fait que des mécanismes psychologiques jouent pour que ces gens aillent jusque à la mort. Voilà. Donc, pour en terminer sur le financement du terrorisme, situation complexe. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une remise en cause quand même de cette théorie de l'hybridation. Le financement du terrorisme par recours à la criminalité organisée est quand même redirigé vers des groupes qui ont des motivations idéologiques et qui n'ont pas que des motivations purement pécuniaires. C'est comme ça qu'on faisait la différence entre le terrorisme et les autres, et la criminalité organisée. On disait la criminalité organisée, ce qu'elle recherche, c'est purement vénal, c'est un intérêt pécuniaire. Al Capone, il cherche à faire de l'argent, il ne cherche pas à renverser le régime politique ou je ne sais quoi. Alors que le terroriste, c'est pas l'argent qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est une motivation idéologique, religieuse, politique, etc. Voilà. Sur l'archéologie, etc. Alors, il y a un phénomène qui se passe essentiellement en Irak et en Syrie à l'heure actuelle. L'imagination n'ayant pas de limite, il y a eu un pillage, en fait, il y a un pillage systématique des lieux archéologiques. Alors, ça avait commencé notamment avec le pillage des musées lorsqu'il y a eu, comment dire... Les États-Unis Les États-Unis, non. Lors de la guerre en Irak, oui. Aussi. Là, voilà, il y avait le musée de Bagdad, en Égypte, notamment lors des mouvements, les musées ont été ravagés. En Tunisie aussi, il y a eu des atteintes qui ont été portées au patrimoine historique de ces pays. Mais évidemment, on a touché le plafond avec ce qui se passe en Syrie et en Irak, où là, systématiquement, il y a eu un pillage des lieux archéologiques. Alors, ce pillage, il est souvent opéré par des gens qui n'en peuvent mais parce que ce sont souvent des réfugiés. Il faut savoir que la guerre en Syrie a provoqué des mouvements de réfugiés extrêmement importants. Il y a à l'heure actuelle presque 1 500 000 de réfugiés, 1 500 000 réfugiés syriens au Liban, hein, un tout petit pays. La Jordanie également a des camps entiers. Ces gens-là n'ont pas de quoi vivre. Et donc ils ont fourni la main-d'œuvre en quelque sorte pour aller procéder à des pillages. C'est au bulldozer, hein, à l'heure actuelle dans le sud de la Syrie. La Syrie, c'était quand même un joyau sur le plan historique, architectural. Et c'est un pays qui est totalement ravagé. Donc, un certain nombre de pays se sont inquiétés de ces questions-là. Le Conseil de sécurité, dernièrement, a adopté des résolutions très nettes en la matière. Nous-mêmes, enfin, là je parle au titre d'Interpol, nous allons intervenir là-dessus. Nous allons proposer un plan la semaine prochaine au Conseil de sécurité. La difficulté, c'est que bien entendu, quand c'est en zone de conflit, comment est-ce que vous voulez intervenir? À l'heure actuelle, les destructions qui ont lieu à Mossoul, par exemple, là c'est pas compliqué, où on envoie la Légion, où on n'y a pas accès, quoi. Hein. En revanche, on peut agir, limiter les dégâts à deux niveaux. D'une part, en essayant de réguler ce qui se passe dans la région, et d'autre part, ce qui se passe dans les pays qui sont destinataires de ces œuvres d'art. Parce que si le marché, le trafic se produit, c'est aussi parce qu'il y a une demande. Et donc il faut travailler sur le terrain. Alors je ne peux pas rentrer dans les détails, mais avec les polices, avec les douanes, avec toute une série de personnes qui sont à même d'avoir une action sur le terrain, mais également au niveau des pays qui sont les pays destinataires. Et là également, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a de la vigilance à développer au niveau des antiquaires, au niveau des maisons, je ne sais plus comment on dit ça en français, là, auction, les maisons de vente aux enchères, mais lorsqu'on vend des biens, maisons d'art, etc., qui procèdent aux ventes d'objets d'art. Donc vérifier que des biens en provenance de cette région ne sont pas des biens volés, détournés, etc. Donc c'est l'action qu'on est en train de mener à ce niveau-là. Il n'est pas certain que ce soit le gros du financement du terrorisme à l'heure actuelle. C'est une source de financement, mais ce n'est sûrement pas la source majeure de ce financement. Merci. Passons, avant de passer aux questions du public, une dernière question sur la lutte antiterroriste. Aujourd'hui, on place la lutte
on a l'impression principalement sur le terrain de la réaction plutôt que de la prévention. On est un peu dans la dynamique, un attentat, une loi, c'est très automatique. Mais comment est-ce qu'on construit une action sur le long terme? Par exemple, pourquoi est-ce que c'est si difficile pour l'éducation nationale d'inculquer aux jeunes un recul, un esprit critique vis-à-vis des discours radicalisants? Et pourquoi est-ce que c'est si compliqué de lutter contre la perte de repères républicains? Aujourd'hui, quels sont, selon vous, nos leviers d'action pour tarir à la base le recrutement des terroristes? En général. Je vais revenir sur un point, d'abord. Parce que je pense que ce n'a pas été traité dans les circuits de financement et sur le lien qui a été très bien exposé entre ces circuits criminels et les circuits terroristes. Et ça me permettra de répondre à votre question précisément sur ce que l'on pourrait considérer comme un manque de réaction. Les circuits criminels financent, il y a une connexion très forte entre ces circuits criminels, ces circuits de drogue et ces circuits terroristes. Et vous avez une intersection extrêmement forte, à tel point que lorsque vous travaillez vraiment sur le terrain avec des représentants de toutes les agences, la DEA pour la drogue, le FBI, la CIA, la DGSE, la DCRI, une quantité d'autres agences, vous avez parfois bien du mal à reconnaître d'où vient le financement. Et je vais vous donner un exemple très concret et très aisément perceptible. Vous savez que la principale perte, nous perdons le plus de soldats, c'est du fait des engins explosifs improvisés qui sont disséminés le long des routes, sous les ponts, sous les voitures, et qui provoquent évidemment des explosions au passage de soldats de la coalition et des morts et des blessés. Eh bien, la directive principale du Mollah Omar, au moment de la récolte du pavot, le Mollah Omar, c'est le successeur de Ben Laden dans le mouvement taliban. La directive principale du Mollah Omar au printemps 2012, ça a été dans une, pas ce qu'on appelle une fatwa, mais c'est un écrit qui avait valeur d'autorité pour ceux qui reconnaissaient son pouvoir. C'était de dire: la priorité absolue, mes frères combattants, est de protéger les sources de financement de la drogue. Et donc nous avons vu physiquement, là où se produisaient d'habitude les explosions, c'est-à-dire à proximité des emplacements où étaient localisées les forces de la coalition, ces engins explosifs se sont déplacés pour nous interdire l'accès aux champs où était cultivé le pavot, en tout cas pour restreindre cet accès et pour limiter les actions que nous menions pour éviter les récoltes de pavot au même titre que les récoltes de blé. C'est vous dire qu'il y a un lien très très fort, parce que le Mollah Omar au printemps 2012 a vu ses sources de financement tarir pour une quantité de raisons. Rappelez-vous la mort de Ben Laden. Et donc il s'est dit, il faut absolument que je protège mes sources de financement. Et pour les protéger, il faut protéger les champs de pavot. Alors je reviens sur votre question qui est beaucoup plus fondamentale, mais celle-ci explique tout de même cette connexion extrêmement forte, et qui consiste à dire comment luttons-nous contre le terrorisme. C'est une lutte multiforme et qui mobilise l'ensemble des rouages de l'État et l'ensemble des institutions de l'État. Je crois qu'il faut distinguer deux choses, parce qu'autrement, vous allez un peu confondre. Il y a la lutte sur le territoire national, qui relève clairement de l'autorité du ministre de l'Intérieur et qui mobilise l'ensemble des services compétents en la matière, avec le garde des Sceaux, naturellement, c'est ce qu'on appelle le travail de police judiciaire, mais j'imagine que et je pense que sur ce domaine-là, nous n'avons qu'une action, nous, soldats, marginale, car c'est tout naturellement dans un état de droit, ça relève de l'autorité du ministère de l'Intérieur. Et puis il y a la lutte au loin et à la lutte à l'avant, la lutte à l'extérieur, qui consiste à prévenir autant que faire se peut, seul ou en coalition, seul ou avec une coalition d'intérêts, seul ou avec une coalition d'intelligence, c'est-à-dire de renseignement, ce qui pourrait se produire sur le territoire national ou ce qui pourrait menacer nos intérêts dans telle ou telle partie du monde. Alors je crois que la première partie, je ne vais pas la traiter parce que ce n'est pas vraiment mon sujet et que je crois qu'elle doit être traitée par quelqu'un qui connaît davantage ce qui se passe sur le territoire national. Mais il se passe, de ce que j'ai pu en voir marginalement,
une quantité de choses. Il y a une remarquable efficacité des services, bien évidemment. Qui sera renforcée notamment avec le projet de loi dont on commence à parler à l'Assemblée aujourd'hui. Il me semble que ça va renforcer, ça va permettre une action peut-être plus aisée des services, mais qui dès à présent obtiennent des résultats, sont très mobilisés, très actifs. Il y a tout un travail qui se fait en coopération avec les principales agences ou les principales institutions des pays voisins ou des pays avec lesquels nous avons des accords depuis toujours. Bref, vous avez tout un travail en amont qui se fait, et je pense qu'il ne suffirait pas d'une seule conférence pour décrire par le menu tout ce qui se fait sur le territoire national. À l'avant, je crois que la France s'est engagée et continuera de s'engager dans des opérations de plus long terme, des opérations qui sont parfois des opérations coup de poing, qui sont parfois des opérations de stabilisation, qui sont parfois des opérations d'éradication, qui sont parfois un peu de tout cela, pour faire en sorte que les mouvements de terreur ne gagnent pas en puissance, ne gagnent pas en légitimité, ne gagnent pas en autorité et ne gagnent pas en capacité de perturbation du système. Elle ne peut pas le faire seule, la France. Il n'y a aucun pays au monde qui ne peut affronter la menace terroriste seul. Aucun pays n'en a les capacités. Aucun pays n'en a l'autorité. Et donc c'est toujours une coalition. C'est une coalition qui va regrouper des pays qui veulent véritablement s'en prendre aux racines du mal. Et je crois qu'on assiste depuis quelque temps, mais pas tellement longtemps, à une espèce de partage des rôles et de partage des responsabilités en fonction du background historique de chaque pays. Comme nous le savons tous ici, la France a des liens plus historiques que d'autres avec l'Afrique, le Maghreb, quelques autres régions du monde. Et il me semble qu'elle a pris d'une certaine façon une forme de leadership dans ces régions qu'elle connaît mieux, dans lesquelles elle a des réseaux implantés, des ressortissants, des intérêts économiques, etc., etc. Une pratique de la langue française, de l'éducation, des institutions similaires. Et puis l'Angleterre, dans d'autres pays du monde, dans d'autres régions du monde, les États-Unis, etc., etc. Et donc je crois que pour ce qui concerne la prévention de la lutte contre le terrorisme, vous avez ces deux aspects, la lutte intérieure et la lutte extérieure. Mais l'enjeu de demain, avant de céder la parole, c'est de davantage coordonner ce qu'on appelle l'interservice. Et c'est très compliqué. C'est-à-dire de faire mieux coopérer afin de mieux évaluer, de mieux prévoir, de mieux anticiper, de mieux réagir, ce qui ressort de la lutte intérieure dans un état de droit, de ce qui ressort de la lutte à l'avant, de la part de ce même état de droit. Parce que les choses, naturellement, ont été un peu séparées, pour des raisons d'ailleurs profondément honorables, pour des raisons de valeur, pour des raisons démocratiques, pour des raisons de liberté. C'est des raisons très honorables. Et en même temps, on en voit aujourd'hui les limites. Et on sent bien qu'il y a un effort de coordination accru qu'il faudra développer entre des institutions, des entreprises qui ont toujours eu un petit peu de difficulté à se parler les unes avec les autres parce qu'elles ne s'inscrivaient pas généralement dans le même cadre espace-temps. Il y a la réactivité immédiate de la police judiciaire qui vise à prévenir quelque chose qui va se produire tout de suite, et il y a l'action de long terme face à un mouvement terroriste à 5000 km des frontières de la France. Le lien entre les deux peut paraître assez ténu, il est très fort. Monsieur Solier. Oui, merci. Bon, alors, notre débat évolue bien parce que finalement, on a essayé de toucher un certain nombre de questions essentielles, mais là, on touche au cœur du débat. C'est-à-dire, à travers votre question qui peut paraître assez précise, en fait, vous soulevez la question des causes du terrorisme. C'est-à-dire, pourquoi on a du terrorisme? Parce que si on parle de protection et de lutte contre le terrorisme, si vous voulez lutter contre la grippe, vous allez essayer de décider si vous luttez contre les conséquences de la grippe ou si vous essayez de prévenir la grippe. Et donc c'est quand même bien la situation à laquelle ont été confrontés vraiment à leur corps défendant tous les pays du monde. Et c'est pour ça que je vous parlais du 11 septembre dernièrement en disant le terrorisme c'est un vieux truc, on a toujours eu du terrorisme. Mais pourquoi la question a été grave? Elle a été grave dans les années 70 parce qu'il y a eu des vagues, notamment en Europe,
Donc les Européens se sont sentis plus concernés et ils ont eu besoin de réagir, mais le reste du monde moins. Et inversement, il y a eu des périodes où le reste du monde était très largement atteint par des mouvements terroristes et les Européens, tant que ça frappait pas chez eux, bon ben, je dis pas qu'ils dormaient tranquilles, mais ils regardaient les choses avec plus de distance. Aujourd'hui, le 11 septembre a fait comprendre à l'ensemble de la planète que vraiment le terrorisme, c'est quelque chose de très grave. Pourquoi il y a eu un consensus? C'est pas parce que les gens aimaient les Américains ou qu'on avait envie de faire plaisir aux Occidentaux, mais c'est parce qu'aucun pays du monde ne pouvait penser qu'il puisse subir des attaques terroristes de cette nature. Voyez-vous, aucun pays du monde. Voilà. Et donc, il y a eu une certaine solidarité de la communauté. Alors, qu'est-ce qu'on fait par rapport au terrorisme? D'abord, les causes. Bon. Face à ce terrorisme, vous avez deux façons. Soit vous essayez de vous attaquer à la racine du mal, encore faut-il se mettre d'accord sur les causes, parce que c'est compliqué. Soit vous essayez benoîtement de vous protéger. Hein, voilà. Donc, les États, est-ce qu'ils ont vraiment choisi entre les deux? Moi, j'en suis pas certain. Pourquoi? Parce que si vous renvoyez vers les causes du terrorisme, alors quelles sont-elles exactement? Ça donne des grands débats. Hein. Par exemple, on va vous dire la pauvreté. Et c'est vrai. Vous parliez tout à l'heure d'Afghanistan. Moi, je connais moyennement l'Afghanistan, j'y suis allé 2 fois, mais en revanche, je connais bien le Pakistan, parce que j'étais responsable de cette zone pendant une période, donc je suis allé X fois au Pakistan. Dans les zones tribales pakistanaises, à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan, la guerre en Afghanistan a fait qu'il y a eu énormément de réfugiés afghans qui sont allés se réfugier, entre guillemets, côté pakistanais. Eh bien, les réfugiés, il faut aller les voir. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont déjà vu des camps de réfugiés, au Pakistan ou ailleurs. Je peux vous dire que ça vous coupe l'appétit. Vous êtes dans des zones où les gens vivent dans des maisons en carton, ils ne sont pas protégés, les enfants évidemment ne vont pas à l'école, ils sont totalement livrés à eux-mêmes. Enfin, vous êtes dans un univers... Enfin, Zola, c'était presque sympathique à côté. Il y a quand même des situations comme ça dans le monde. Quand vous allez en Indonésie, quand vous allez aux Philippines, même quand vous allez en Argentine, entre l'aéroport et Buenos Aires, vous avez peut-être 40 km de favelas. Bon, donc des gens qui vivent dans l'extrême pauvreté comme ça, on peut comprendre, enfin, imaginer que ça puisse donner lieu à des réactions violentes. Bien. Sauf que Ben Laden, c'est un fils de milliardaire. Et qu'on a des tas de photos où on le voit à Londres, dans des chemises hawaïennes. Les exemples sont multiples de leaders terroristes, tout simplement de terroristes. Carlos, c'est pareil. Hein. Carlos, c'était quelqu'un qui était issu de la bonne bourgeoisie. Donc on a des exemples qui contredisent cela. Néanmoins, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Et donc, globalement, les États, par rapport à des causes objectives du terrorisme, la question palestinienne, c'est objectivement une cause de terrorisme. C'est objectivement, tout le monde le sait. Si on arrivait à régler ce conflit, il est évident qu'il y aurait un facteur de violence, disons, qui décroît très fortement. La très grande pauvreté, les dictatures sont des causes objectives de violence. Seulement, les États vont vous dire, mais est-ce qu'il faut que j'arrive à résoudre tous les problèmes du monde pour commencer à envisager ma propre sécurité? Et donc, évidemment, les États n'ont pas fait ce choix. Ils ne peuvent pas régler tous les conflits régionaux, ils ne peuvent pas régler les problèmes de décolonisation qui ne sont pas réglés, ils ne peuvent pas régler les problèmes de pauvreté totale dans le monde. Donc la réaction, ça a été la deuxième, c'est-à-dire plutôt essayer de se protéger. Donc évidemment, on va essayer de jouer sur les causes lointaines, ou en tout cas à l'origine du terrorisme, et quand même, on va essayer de se protéger. Et là, on arrive sur le schéma qui a été décrit par le général il y a un instant, c'est-à-dire la protection rapprochée, si j'ose dire, au niveau national, et la protection lointaine, parce que bien sûr que l'origine de la menace, elle est lointaine. En la matière, il y a eu véritablement des progrès. C'est indéniable. Il y a eu des progrès dans toutes sortes de domaines. D'abord, sur le plan conventionnel. Parce que la coopération internationale, c'est pas qu'un mot. On fait comment pour coopérer? Il faut s'entendre. Il faut s'entendre sur les mots, il faut s'entendre sur les politiques qu'on veut mener. Donc il y a une action conventionnelle, juridique. Il faut déjà que les États parlent le même langage, d'où la question vous voyez, la définition du terrorisme. Si on n'est pas d'accord sur le mot, comment est-ce qu'on va organiser des coopérations? Bon. Ensuite, bien entendu, tout ça doit se décliner par des actions, l'harmonisation, le fait que les services secrets, enfin ou les services, disons, de police au sens large, coopèrent ou pas, le fait que on va mettre en place des structures qui permettent la lutte antiterroriste. Le général signalait tout à l'heure la faiblesse dans bien des endroits
de l'information qui ne passe pas d'un service à un autre. Mais ça, c'est vraiment monnaie courante. Quand on faisait de l'assistance, la première chose qu'on faisait lorsqu'on est dans un pays, c'était de vérifier les structures de la police, de la justice, les agences militaires, le renseignement. Et en général, c'est le carnaval de Rio. C'est-à-dire que véritablement, les gens fonctionnent en silo, ils communiquent assez mal. Même chez nous, dans notre pays, on a mis un certain temps à créer ce qu'on appelle l'UCLAT. C'est ni plus ni moins qu'un service de coordination qui compte un gendarme, un policier, quelqu'un des services de renseignement, un magistrat, exactement, chargé de faire un peu de coordination entre des administrations qui, si elles ne se haïssent pas, n'ont pas forcément des habitudes de travail qui seraient absolument justifiées par la gravité de ce péril. Au niveau international, on a quand même véritablement avancé. Alors ça peut être par des grandes coalitions politiques, ça peut être par des actions militaires qui sont fédératrices, ça peut être par la coopération judiciaire et policière. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que ces avancées sont suffisantes au regard de la menace? Et alors là, on touche à un autre problème majeur, qui est, si vous voulez, le décalage aujourd'hui entre la gravité des problèmes internationaux et la capacité des États à se coordonner pour y répondre. Ce n'est pas propre à la sécurité. Vous avez bien vu que les crises financières, bon, on sait plus ou moins comment elles ont commencé, on ne sait pas trop comment elles se sont arrêtées. Bon, on a pu plus ou moins endiguer la chose. C'est pareil en ce qui concerne les pandémies, c'est pareil en ce qui concerne les questions de pollution. Vous avez un décalage aujourd'hui fondamental entre la vitesse à laquelle évolue des menaces, hein, des phénomènes négatifs pour la communauté internationale et la capacité de réponse des États. Soit parce que ça va trop vite et que bon, les États c'est lent, soit parce que ce sont des menaces tellement sérieuses qu'elles justifieraient, si vous voulez, vraiment des réactions très vives, très coordonnées, très viriles, et que les conflits diplomatiques, les différences de culture, les différences d'intérêts, la faible fédération, la faible solidarité de la communauté internationale aujourd'hui ne permet pas d'apporter des réponses de ce niveau-là. Et donc tout l'enjeu, c'est de savoir est-ce qu'on n'est pas menacé aujourd'hui par une menace, enfin donc un phénomène qui pourrait tous nous balayer, hein, comme par exemple dans les années 30, on n'est pas arrivé à endiguer des mouvements politiques extrêmes, et ça coûtait la Deuxième Guerre mondiale, avec 50 millions de morts, hein, pas plus, ni plus ni moins. Donc est-ce qu'on est à la veille de quelque chose comme ça, ou est-ce que finalement, finalement cette communauté internationale, elle arrivera, si ce n'est à régler tous ces problèmes, à endiguer ces menaces principales, et parmi elles, bien entendu, les menaces de sécurité qui nous touchent le plus directement. Merci monsieur Solier. Nous allons désormais passer aux questions du public. J'aimerais bien, s'il vous plaît, que vous vous présentiez et que votre question soit, si possible, concise. Alors bonjour, je m'appelle Sarah, je suis à l'ESSEC dans le cadre de la simulation organisée par l'UNESSEC avec une délégation de mon association Uniparis 8. Donc je voudrais vous poser deux questions si vous le permettez. Donc la première, vous parliez du contrôle d'Internet, des moyens de communication utilisés par les groupes terroristes. J'aimerais savoir où vous situez la frontière entre sécurité nationale et viol des libertés individuelles. On a vu la polémique dont les États-Unis ont fait partie. Donc j'aimerais savoir connaître la position de la France. Et la deuxième question, vous évoquiez plutôt la notion de valeur, qui serait le rempart au fondamentalisme. Selon vous, quelle serait-elle et dans quelle mesure nous permettrait-elle de faire face au terrorisme, quand même les citoyens de notre État de droit partent en série aujourd'hui faire le djihad? Je vous remercie de vos réponses. On peut revenir sur votre deuxième question, et notamment sur le départ vers la Syrie de ces citoyens, comme vous le dites, qui partent au son du canon pour défendre ou adhérer à une cause ou défendre des frères qu'ils estiment menacés. C'est ça votre question. Et en quoi
cela peut poser une vraie problématique vis-à-vis de nos valeurs. C'est ça que vous avez posé comme question ? Contre toute attente, il semblerait que la majeure partie de ces candidats au djihad étaient français, ont reçu une éducation française et ont vécu français avant de partir pour candidater au djihad. Vous parliez de l'obscurantisme, que le manque d'éducation des enfants afghans, que le patrimoine qui est transmis des mères afghanes à leurs enfants est l'une des origines aujourd'hui du terrorisme. Comment expliquez-vous, pour le coup, que ces hommes et ces femmes qui ont reçu une éducation française, donc qui ont été éduqués dans les valeurs que vous allez nous expliciter, j'espère, partent pour le djihad? On va revenir un tout petit peu sur ce point-là, qui est un point important, me semble-t-il. Et puis on pourra peut-être donner un éclairage à deux voix sur cette seule question. On reviendra, mais on n'évacue pas la question d'Internet et du viol des libertés individuelles au regard des enjeux de sécurité nationale. Sur la notion de djihad, je crois qu'il y a plusieurs angles d'attaque possibles. Le premier, ce n'est pas un phénomène nouveau. Nous avons été confrontés dans d'autres régions du monde et pour des conflits récents à un phénomène comparable. En Bosnie-Herzégovine, il y a une vingtaine d'années, Sarajevo, dans les Balkans, nous rencontrions, j'y étais, des combattants étrangers qui étaient originaires de nos pays, pour certains, de pays limitrophes, la Tchétchénie, d'autres encore, mais nous rencontrions des combattants étrangers qui s'étaient engagés au service de cette cause. Il me semble que leur engagement, d'ailleurs, n'a pas véritablement profité à la cause. Même si, à l'époque, nous étions tous très inquiets de voir cet engagement. En Afghanistan, nous avions des combattants étrangers qui provenaient de nombreux pays du monde, des pays voisins, évoqués par mon voisin tout récemment, dans lesquels je me suis rendu de nombreuses fois, des pays limitrophes au nord, ce qu'on appelle les stans, Ouzbékistan, Kazakhstan, Tadjikistan, etc. Des pays européens, probablement, j'imagine, peut-être des Français, peut-être des Allemands, peut-être des Britanniques, peut-être des Américains, je ne sais pas, peut-être. Donc nous avons rencontré ce phénomène-là déjà sur d'autres théâtres d'opération. Au Liban, vous vous rappelez cette épouvantable guerre civile qui a démarré à la fin des années 70, en 75-76, et nous avons eu des combattants étrangers qui se sont engagés au service de la cause libanaise ou palestinienne, à proximité immédiate de l'État d'Israël. Donc c'est pour vous dire qu'il faut toujours relativiser les choses. Lorsqu'on regarde aujourd'hui les titres des journaux, ça a déjà existé. La grande différence, c'est le changement de nature ou le changement de volume. Là où nous parlions de dizaines de combattants, peut-être que nous avons des centaines qui se sont enrôlés. Pas forcément tous de France d'ailleurs, hein, mais qui se sont enrôlés. Ça, c'est une différence de nature. Ça veut dire qu'il y a un signal d'alarme très important qui s'est allumé dans toutes les chancelleries, dans tous les ministères, parce que quelques dizaines, on peut considérer que ce sont des enfants perdus. Quelques centaines, ça oblige à s'interroger sur les causes profondes de cet engagement lorsqu'on a la chance de vivre dans un pays aussi beau que la France, que l'Allemagne ou que l'Angleterre. Voilà. Pour ne pas être trop chauvin tout de même. Ben, je crois qu'il faut aussi regarder les choses. Vous évoquiez des jeunes qui avaient bénéficié
de l'éducation dont vous avez bénéficié? Pas sûr. Pas sûr. Pas sûr qu'ils aient bénéficié d'autant de chances, d'autant d'atouts, d'un parcours aussi complet, d'opportunités qu'ils ont su saisir et d'un environnement familial, éducatif, social, qui a été celui qui était le vôtre et qui est encore le vôtre aujourd'hui. Pas sûr. Vous évoquiez des jeunes qui ont fait tout leur parcours en France. Peut-être pour certains sont-ils récemment arrivés en France. Très récemment. Et donc ils n'ont pas bénéficié de cet accès à l'éducation et de cet accès assez complet à ce que représente notre culture. Je crois qu'il ne faut pas se dire qu'on a face à nous une population homogène. Dans votre propos, je trouve qu'on avait le sentiment d'une population homogène. Ce n'est pas le cas de ceux qui regardent précisément les profils de ceux qui sont partis et qui sont enrôlés sous cette bannière de l'État islamique, de Daesh. Ce ne sont pas des profils homogènes. Et donc ça oblige à s'interroger sur les origines, les motivations, le parcours qui a été le leur pour chacun d'entre eux, de façon à essayer de voir quelles sont les erreurs qui proviennent de la société dans laquelle nous vivons et qu'est-ce qui relève proprement de leur analyse des choses. Donc vous avez, voilà, et je pense que c'est vraiment important de ne pas voir ça comme un phénomène homogène. Mais là où vous avez raison, par rapport à ce que nous avons connu depuis 20, 30 ou 40 ans, ayant commencé au Liban, les Balkans et l'Afghanistan et l'Irak, il y a un changement de nature parce qu'il y a un changement dans les volumes. Et que ce changement dans les volumes aura des conséquences dans les traitements qui devront être apportés a posteriori. C'est possible de tendre la main à quelques dizaines, ça devient beaucoup plus challenging de le faire à quelques centaines, voire à quelques milliers. Ils sont déjà 450 partis de France, plus de 450. Non mais de Français qui sont... Oui, non, je crois que vous avez une fois encore bien défini les choses. En effet, les mobiles qui peuvent pousser ces jeunes à partir faire le coup de poing en Syrie et au Moyen-Orient, c'est assez difficile. Il y a eu une étude qui a été faite par l'Union européenne récemment, et en fait, on se rend compte que les motivations sont assez différentes. Il y a bien sûr une petite portion de gens qui sont très radicalisés. Bon, sans rentrer dans les détails, on comprend bien comment les choses sont faites, un endoctrinement. Alors, est-ce que c'est de l'auto-radicalisation? Est-ce que c'est de la radicalisation qui a été organisée par des intermédiaires, notamment des responsables religieux, ce qui pose un vrai problème? Mais il y a toute une partie de ces jeunes qui sont partis par ennui, par désœuvrement, par manque de perspective, par frustration au regard de leur situation personnelle, économique et sociale. Donc c'est des choses assez variées. D'ailleurs, pour votre information, il y en a bon nombre qui essayent de revenir. Parce que lorsqu'ils voient des crucifixions, lorsqu'ils vivent plus qu'à la dure, les jeunes femmes qui ont la bonne idée de partir dans cette direction, en général, c'est rarement pour des activités purement idéologiques qu'on les accueille en Syrie, mais plutôt comme esclaves sexuels. Donc il y a quand même du désenchantement. Et en termes de sécurité, pour les gens chargés de la lutte antiterroriste, le problème c'est d'éviter ce qu'on appelle le phénomène des Afghans, parce que ça renvoie à la guerre en Afghanistan, hein, donc tout début des années 80, où des gens avaient été formés militairement et ensuite sont revenus, notamment en Algérie. C'est là qu'ils ont formé les premières cellules du GIA, mais également dans bien des pays européens, et où les gens ont acquis une formation militaire, se sont endurcis, se sont renforcés idéologiquement, et bien évidemment ils vont porter alors le djihad, ou en tout cas des activités terroristes, dans leur pays d'origine, et indétectables parce qu'ils ont la nationalité de ces pays. Voilà, ça c'est sur le... Alors la question sur les valeurs... Très brièvement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Donc vous voulez que les valeurs soient traitées brièvement. Vous vous rendez compte? Alors comment voulez-vous qu'on soit attaché à nos valeurs si on les traite brièvement? Non, je plaisante, mais
évidemment que parmi les nombreux défis du terrorisme, l'un des principaux, c'est d'attaquer les démocraties sur leurs propres valeurs. Parce que la réaction, précisément le terrorisme, doit provoquer une réaction de défense et disproportionnée. Parce que quand vous êtes, et les opinions publiques sont terribles, parce qu'un pays qui connaît le terrorisme, les gouvernements sont délégitimés. C'est-à-dire que le gouvernement n'est même pas capable d'assurer la protection des citoyens. Et je préfère vous dire qu'un gouvernement qui est confronté au terrorisme, il est quand même en état de choc, il est un peu nerveux, et je ne pense pas qu'il prenne toujours les bonnes décisions. Parce qu'il faut avoir des nerfs d'acier pour résister à une attaque terroriste. Hein. Tous les gens qui sont allés ne serait-ce que sur des scènes de crimes terroristes en sont toujours polytraumatisés. Hein. C'est-à-dire que c'est des choses, on ne se remet pas. Bon, peu importe. Et donc, la réaction, c'est précisément peut-être d'être disproportionné dans la réaction et pas trouver l'équilibre. Alors comment trouver l'équilibre? Bien évidemment que la lutte antiterroriste nécessite un renforcement des pouvoirs de l'État. Quand vous voulez lutter contre le terrorisme, vous allez redonner plus de pouvoir à l'État, des possibilités de perquisition, des possibilités d'investigation, rassembler de l'information, renforcer la surveillance. Et donc toute la question, c'est de savoir où mettre le curseur. À partir de quand on est en violation des libertés publiques graves. Et ça, il n'y a pas de réponse. Enfin, il y a une réponse théorique, celle que je vous fais. En pratique, ça dépend des situations dans lesquelles les pays sont. En tout cas, il y a, mais c'est une chose de le dire, c'est autre chose de le faire, il faut résister à une chose, c'est précisément d'utiliser les mêmes moyens que les terroristes. C'est ce qu'avaient fait par exemple les Espagnols avec les Galles à un certain moment, parce que vous renforcez le terrorisme. Et précisément la noblesse des démocraties, autant que faire se peut, c'est de dire, voilà, vous êtes des terroristes, et moi je vais démontrer que vous êtes des terroristes, et je vais le démontrer de manière légale, et vous serez jugés, et vous serez condamnés. Et pas utiliser des moyens qui précisément sont contraires aux valeurs qu'on utilise. Mais ça, comme dirait l'autre, ce sont des paroles verbales. En tout cas, c'est l'idée générale. Après, comment ça se décline concrètement? Ça, c'est de la responsabilité de chaque gouvernement confronté à une réalité donnée. Merci Monsieur Solier. Merci mon général, merci Monsieur Solier d'avoir participé à ce débat de mardi de l'ESSEC. Nous allons poursuivre des échanges plus informels lors du cocktail qui se trouve en cafétéria. Et nous souhaitons également remercier nos partenaires pour la tenue de ce débat. Merci à tous.